toutes et à tous. Et oui, nous avons commencé nos débats. Bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Nous sommes le mardi 23 septembre. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour d'Éric Revel. Bonjour Éric, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio. On vous retrouve dans le grand matin Sud Radio du mardi au jeudi, c'est ça? Mardi, mercredi, oui, jeudi à peu près, grosso modo. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Bonjour. Vous êtes spécialiste en communication politique. Baptiste Desmontiers, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, grand reporter, et Jules Laurence, rédacteur en chef de Frontières. Bonjour Valérie. Le nouveau numéro sort dans quelques jours. Le 2 octobre. Le 2 octobre. Jeudi prochain. Et la une que vous avez dévoilée hier. Exactement, sur le clientélisme municipal à l'approche de 2026. Ouais, beaucoup de maires, on a fait une longue enquête. On a récupéré énormément d'informations, de documents sur ce que peuvent faire les maires, comment ils en sont compromis depuis 2 ans à l'approche des municipales. Donc vraiment une enquête exclusive qui n'a jamais été réalisée. Très bien. Bon, le 2 octobre, on va revenir évidemment sur la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous adhérez à cette reconnaissance? Des sondages nous disent qu'environ 77% des Français sont contre cette reconnaissance. Appelez-nous au 0826 300 300. Qu'avez-vous pensé du discours d'Emmanuel Macron hier? Que va-t-il se passer à présent? On va parler de la fatigue écologique des Français. Oui, on a appris que vous en aviez assez de faire des gestes pour l'écologie. Donc, dites-nous là aussi, on a envie de vous entendre si vous avez un peu levé le pied sur certains comportements qui permettent d'améliorer l'écologie, d'améliorer l'environnement. C'est peut-être, je n'ai pas ce sentiment, mais vous, Eric, vous faites des efforts ou... Alors moi, je mets mes épluchures de carottes avec les bouteilles de verre, mais je suis pas sûr que ce soit bon pour le tri. Mais non, j'essaie de faire attention. Oui. Ouais, vous n'avez pas levé le pied, vous êtes toujours... Non, mais le sujet quand même dans les immeubles, c'est que la récupération des verres, elle se fait pas souvent dans les immeubles, elle se fait à l'extérieur. Et vous avez des gens quand même, moi je le vois chez moi, qui déposent leurs verres à côté des poubelles, si vous voulez, à l'intérieur, alors qu'il y a juste 100 mètres à faire pour les mettre à l'extérieur. Ouais, en tout cas, il paraît qu'il y aurait une fatigue écologique. Hier, on parlait d'une fatigue démocratique. Vous, Baptiste, vous faites attention? Moi, je fais très attention. Puis j'ai 2 petites filles, donc j'essaye de leur apprendre les bons gestes. Est-ce que je suis un bobo parisien? Je sais pas, parce que j'habite pas à Paris, mais en tout cas, je trie mes épluchures. Et mon verre. Geneviève? Ah oui, moi je fais les 100 mètres pour déposer mes verres. J'achète pas de la fast fashion. Enfin bon, voilà, il y a un certain nombre de choses quand même. Anne Hidalgo non plus, d'ailleurs. Non, Anne Hidalgo non plus, elle n'achète pas de fast fashion. Et elle prévoit même pour l'avenir en fonction des tailles. Et Jules? Oui, je fais attention. Vous savez, moi je l'ai eu les cours à l'école. Moi déjà à l'école, on me disait justement le renouvelable, l'environnement et tout. Donc oui, je fais attention. Donc ça fait partie de votre mode de vie. On va parler de tous ces sujets. Les assurances qui vont encore augmenter en 2026, environ 5 à 6%. Les mutuelles, les assurances habitation, les assurances automobiles, bref, plein de sujets à voir avec vous, et on vous attend évidemment au 0826 300 300 sur tous ces sujets. Juste avant de démarrer cette émission, le rapport des comptes concernant la situation de France Télévisions a été rendu public, et la situation financière de France Télévisions est absolument critique, et il faut, dit la Cour des comptes, sans délai des réformes structurelles qui jusqu'à maintenant ont été repoussés, éternellement repoussés. On parle de chiffres relativement impressionnants. Eric, vous avez pu regarder. Alors, la dotation, il faut dire que la dotation publique annuelle de France Télévisions s'élève à 2,5 milliards d'euros, et le groupe compte 9000 salariés. C'est des équivalents à temps plein, et donc le déficit c'est 40 millions, c'est ça? Oui, 40 millions. Il y a des fonds propres qui s'effondrent. Alors il y a la responsabilité de la gestion visiblement de Madame Ernotte. C'est pas sa fête en ce moment, Delphine Ernotte, mais il y a aussi un problème avec l'actionnaire principal, c'est-à-dire l'État, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de cadre visiblement. Mais alors si je me souviens bien quand même, Valérie, ce rapport-là, il était prêt avant l'élection, à la réélection de Madame Ernotte. Absolument. Donc vous savez, la Cour des comptes dénonce souvent des choses importantes, mais elle le fait souvent. Il y avait eu la même chose sur un rapport, je crois, sur l'immigration qui devait être publié avant législative, qui a été publié après. Et là, Madame Ernotte, qui est repartie pour un 3e mandat, ce rapport était prêt avant son audition, mais on le publie après qu'elle a été réélue. Donc 2 choses l'une, où l'État et la Cour des comptes a des reproches à lui faire, mais alors pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas avant, même si sa réélection dans ces cas-là n'est pas assurée, mais il y a quand même un sujet du fonctionnement des rapports de la Cour des comptes. Oui, non, mais c'est vrai. Et sur, c'est pire que ça, Jules Laurence, pardon.
C'est pire que ça sur le rapport de la Cour des comptes, parce que ils avaient caché finalement le rapport au moment où il y avait le projet de loi sur l'immigration. C'est-à-dire qu'ils avaient dit on veut pas que ça influence le débat. Mais en fait, c'était tout l'objet, en fait, justement, d'aller influencer le débat, c'est-à-dire mettre des chiffres, dire ce que dit le rapport de la Cour des comptes sur une question migratoire. Sur effectivement Delphine Ernotte, c'est vrai qu'elle a une propension assez incroyable à critiquer ce qui peut se faire sur certaines chaînes privées en disant qu'ils font pas de l'information, en étant très très dur. Il serait intéressant, ce qu'on appelle, vous savez, la poutre et la paille, vous savez, de regarder un peu de son côté sur comment est-ce qu'elle gère, qu'est-ce qu'elle fait de la question de l'opinion, de l'information. Elle est toujours en train de débattre. Elle a des journalistes comme Patrick Cohen qui finalement sont dans l'opinion. Non mais c'est vrai, en fait, il y a c'est pas ça qui coûte de l'argent. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça qui coûte de l'argent, mais en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que d'un côté, on a des Français qui payent 2 milliards d'euros pour en fait un service qui n'est pas assuré, et de l'autre côté, on a une présidente qui vient faire la morale à des Français qui regardent des chaînes privées et des chaînes privées qui marchent et qui fonctionnent. Donc moi je trouve qu'il y a aussi un 2 poids 2 mesures de ce point de vue-là. Oui, Geneviève Gotzinger. Ce qui me semble hallucinant, c'est qu'il y a un rapport strictement identique en 2016, également de la Cour des comptes, que là Absolument. on est 9 ans plus tard, il y a un nouveau rapport avec exactement le même constat, et finalement en 10 ans, en 9 ans, rien n'a été fait, rien n'a bougé, il y a les mêmes rigidités sociales au sein de cette entreprise. Moi, c'est ça que je trouve hallucinant surtout. C'est-à-dire, en fait, à quoi servent ces rapports si en 10 ans après, on arrive au même constat, aux mêmes recommandations? Est-ce que dans 10 ans, on fera encore un même rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions, ou est-ce qu'enfin quelque chose va se passer? Mais c'est ce que Baptiste, ça fait à peu près 10 ans qu'on a supprimé la publicité sur une grande partie des tranches de la journée sur le service public. Donc peut-être que ce déficit, il est aussi lié. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est un service public, il n'est pas là pour faire rentrer de l'argent, mais peut-être on pourrait le remettre à l'équilibre en réintroduisant de la publicité. Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous pouvez pas avoir une dotation de l'État de 2 milliards d'euros et aller concurrencer les chaînes privées sur la partie publicitaire. C'est impossible. Heureusement que la publicité est capée sur France Télévisions et Radio France, parce que sinon vous avez tous les avantages du monde. Vous n'êtes pas tenu vraiment à l'audience. Vous avez une subvention pour France Télévisions de 2 milliards d'euros. Vous serez tenu à l'audience par la publicité. 2 milliards d'euros, et vous voudriez qu'ils aient accès, que le service public ait accès de la même manière à la publicité. Mais alors attendez. Mais s'il y avait de la publicité, effectivement, il ferait peut-être plus attention aux audiences. Bien sûr. Oui, mais alors dans ces cas-là, il faut arrêter que le contribuable paye indirectement France Télévisions et le service public. Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Attendez, vous imaginez TF1 pour ne pas les citer? Ça a été le cas pendant longtemps. Hein. Oui, bien sûr, mais heureusement que ça a été supprimé, surtout que la publicité s'est restreinte quand même. Mais est-ce qu'il faut privatiser France Télévisions ? Baptiste ? Moi, je pense pas. J'ai travaillé là-bas pendant plusieurs années à complément d'enquête. Je pense qu'il y a des sujets qui sont faisables sur le service public, qui ne sont pas faisables ailleurs. Alors après, la question de la politisation du service public, c'est un autre débat. Mais moi, je pense qu'il faut pas privatiser le service public. Mais comment Et voilà, parce que je pense que c'est encore un bel espace sur lequel il y a encore de belles émissions d'investigation, du sport, de la culture, voilà. Et puis depuis plusieurs années, il y a aussi des programmes populaire de divertissement qui s'adresse à une frange assez large de la population. Tenez, vous avez raison. Je sens, mais parce que c'est intéressant ce que vous dites. Déjà en 2016, on connaissait toutes les dérives financières du service public. Tiens, est-ce qu'il y a eu un complément d'enquête sur les finances de France Télévisions? Vous en avez fait un ou pas? Alors moi, vous en avez fait un ou pas? J'en ai pas fait. Et ben voilà un bon sujet. Pourquoi c'est pas fait sur le service public? Peut-être, je sais pas. Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser. C'est intéressant. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. D'accord, mais puisque il y a une très bonne émission il y a une enquête sur Rachida Dati il y a quelques temps. Ah non, mais sur la droite, vous n'avez pas de problème. Sur la droite, non, pour être honnête, il y a eu sur Jean-Luc Mélenchon. Pas tous en même temps. Mais la question se pose sur les économies. C'est-à-dire qu'il y a visiblement un tonneau des Danaïdes avec un argent public qui n'est pas utilisé à bon escient. Des frais de mission, des frais de taxi. Vous avez travaillé, Geneviève, vous avez travaillé pour le service public, Eric aussi, vous avez été patron de France Bleu, et vous avez constaté des choses aberrantes. Je vais vous raconter une anecdote. On est au second tour de l'élection présidentielle et il y a Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, donc on est en 2017. Donc France Bleu à l'époque, qui s'appelle pas ici, et France 3 s'associe pour interviewer les candidats. Alors Marine Le Pen sera faite à Nice par nos amis de France Bleu Azur, et Emmanuel Macron c'est à Poitiers. Alain Claes est le ministre socialiste de Poitiers, et moi j'arrive dans la salle où va avoir la veille dans la salle, donc je regarde, et puis là je vois des tas de gens.
Je vois des tas de gens dans la salle, donc je demande au directeur de la locale de France Bleu de venir me voir. Je lui dis, mais qui sont ces gens-là? Il me dit, non, monsieur le directeur, non, nous, les 5 là, c'est France Bleu, mais je mets le reste. Il me dit, c'est France 3. Et là, la directrice régionale de France 3 vient vers moi. Je lui dis, bonjour madame, je suis content de vous rencontrer, etc. Mais moi aussi. Mais je lui dis, mais vous êtes aussi nombreux? Il me dit, oui. Parce qu'on a un premier quart régie avec les gens, tout ça dort à l'hôtel, évidemment, et ça a des frais de mission. Et on a un deuxième quart régie au cas où le premier tomberait en panne. Vous voyez? Donc là, il y avait peut-être 50 personnes de France 3 Poitiers, je ne sais plus comment ça s'appelait, et j'étais éberlué. Alors très bien, le professionnalisme du service public est à honorer, vous voyez, avoir 50 personnes pour faire 20 minutes l'interview, c'était... Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ces gens sont arrivés la veille, sont repartis le lendemain. Et qui est-ce qui paye? Il y a Nicolas qui paye, puis il y a tous les autres, il y a tous les contribuables. On a tous ceux qui ont travaillé sur le service public ont constaté des... Oui et non. Moi, je suis pas complètement d'accord. Sur ce que non, vous dites, bien sûr. Il y a pas de gâchis. Il y a pas de gâchis. Et pour le groupe France Média Monde, donc France 24 RFI, j'étais directrice générale de RFI. Ce type de choses n'existe pas dans cette radio. Très franchement. Non, mais très franchement, non. Voilà. Moi, j'ai travaillé pour France 3, j'ai vu des choses ahurissantes. C'est-à-dire j'ai vu des gens travailler qui venaient de Marseille pour venir travailler à Paris. Je peux vous raconter des patrons qui recevaient des équipes de tournage. Quand le type de BFM ou de LCI arrivait, il a été tout seul avec son sac à dos, son micro et sa caméra. Quand les gens de France Télévisions arrivaient, ils étaient 6. Il y avait un réalisateur, une maquilleuse. C'est plus vraiment le cas. Peut-être. Ils ont supprimé celui qui porte les cafés. Ils ont supprimé celui qui porte les cafés. Il y a 6-7 ans, c'était déjà compliqué de partir avec un JRI, donc un caméraman et un preneur de son. Donc il y a des coupes budgétaires, il y a des efforts. Moi, je peux vous dire que les départs à l'étranger sont très complexes. Enfin voilà, c'est travailler au service public. Il ne faudrait pas non plus laisser penser aux gens que c'est caviar et champagne tous les jours. Non, mais il y a 40 millions de déficit. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler de l'actualité du jour, qui est la reconnaissance par Emmanuel Macron de la Palestine. Et maintenant, que va-t-il se passer? On vous attend au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à midi. État palestinien, la gauche donc célèbre une victoire et la droite est un peu plus perplexe sur cette reconnaissance. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Qu'avez-vous pensé du discours d'Emmanuel Macron qui a duré une vingtaine de minutes? Il a dépassé de 5 minutes le discours. Normalement, c'était 15 minutes, mais bon. Et on a Jean-Paul qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Valérie. Donc merci de me prendre à la scène. Ce que je voulais dire, c'est que... Parlez bien dans votre micro, dans votre téléphone, pardon, parce qu'on vous entend pas bien. Oui. Vous l'avez regardé, Emmanuel Macron, hier ou pas? En partie, parce que je savais à peu près ce qu'il allait raconter, donc ça n'avait pas un gros intérêt. En fait, Macron a fait un exercice il s'est fait plaisir, donc il voudrait briller au niveau international alors qu'il est grillé dans tous les secteurs. Donc grâce à lui, on s'est fait jeter de l'Afrique, on s'est fait jeter de partout. Mais ça, on va pas parler. En revenant donc sur la partie Palestine. Déjà, ça serait intéressant de revenir sur la notion de Palestine et de peuple palestinien, qui est une notion dont on ne devait pas parler avant les années. Ouais. Donc vous êtes, parce que vous ne comprenez pas que le président est reconnu, ou vous dites ça ne va pas changer grand-chose. Votre position, c'est laquelle? Ah, on a perdu Jean-Paul. La question, c'est la question du calendrier aussi, c'est-à-dire est-ce que c'était le bon timing pour le faire? Je ne parle pas de la concomitance avec le Nouvel An, avec Rosh Hashanah, mais le processus politique, est-ce qu'il est satisfaisant et suffisant? Peut-être Jules Laurence. Le chiffre, c'était 77% de Français, c'est ça? Ouais. Je pense que premièrement, il y a une question sur ce conflit Israël-Palestine. Il est surmédiatisé
par rapport à ce que vraiment les Français s'intéressent au conflit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a effectivement une jeunesse aujourd'hui très à gauche qui porte aujourd'hui ce conflit dans les médias. Il y a évidemment aussi des personnalités de droite qui le portent, mais la majorité des Français, en fait, ils ont avant tout leurs problèmes du quotidien, et la question Israël-Palestine, elle les dépasse quand même énormément. Deuxièmement, on va sur la question du timing. Effectivement, sur la question de la reconnaissance de l'État de Palestine, il se pose plein de questions. Il se pose la question aujourd'hui du territoire. En fait, si jamais on le reconnaît, c'est quel territoire? Il se pose la question de l'autorité. C'est-à-dire que la reconnaissance d'un État, c'est quelle autorité va être sur le territoire actuellement. Qui gouverne? Qui est l'autorité qui tient le territoire de Palestine? Force est de constater que c'est le Hamas qui tient encore ce qu'est aujourd'hui le territoire. Et donc, en fait, arriver à une reconnaissance aujourd'hui, en l'instant T, de ce qu'est le territoire de la Palestine, ce serait quand même donner une reconnaissance au Hamas. Donc, moi, je pense qu'il y a une majorité quand même de Français qui est d'accord pour être une solution à 2 États, mais une solution à 2 États aujourd'hui avec un Hamas qui arrive encore à tenir les rouages de ce qu'est ce territoire de Palestine, en fait, les Français sont contre. Est-ce que c'est pas le début d'un processus? C'est ce que dit Emmanuel Macron. Baptiste, oui, effectivement, c'est le début d'un processus. Là, il a bien dit, Emmanuel Macron, qu'il n'y aurait pas d'ambassade tant que les otages seraient pas libérés. Oui, c'est un pas, c'est symbolique. Pour moi, c'est très symbolique. C'est effectivement, en termes de calendrier, ça tombe dans une période qui est un peu complexe en France. Il y a beaucoup de débats. Je suis pas loin de vous rejoindre sur l'idée que les Français ont aujourd'hui des préoccupations bien différentes. Et pourtant, ça reste un conflit qui on est lié intrinsèquement parce que c'est la suite de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a forcément un attachement à la création d'Israël et voilà à ce conflit. Mais c'est vrai que c'est quand même très très loin de la préoccupation des Français aujourd'hui. Oui, moi j'entends toujours et personne n'a vraiment répondu à ma question. J'entendais encore, je ne sais plus qui ce matin, parler donc des morts à Gaza, qui sont effectivement toutes ces victimes de cette guerre, mais pourquoi ce conflit, plus que ce qui se passe au Congo, plus que ce qui se passe... il y a des massacres en Afrique de chrétiens, il y a les femmes afghanes dont personne ne parle, enfin, je veux dire, des causes où il y a des massacres du même acabit, on ne s'en occupe pas, on n'en parle pas. Parce qu'on est déjà lié à la création, enfin je veux dire, la Seconde Guerre mondiale, la création de l'État d'Israël, c'est la suite de la Seconde Guerre mondiale, ça s'est passé chez nous. Ça s'est passé chez nous. Mais les arguments sont humanitaires, c'est-à-dire de dire il y a des enfants et des femmes qui meurent, des civils, il y en a partout, des femmes et des enfants. Je dis pas qu'il faut pas, c'est pas. Non, mais bien sûr, il y a une indignation à géométrie variable. Parfois, on parle des massacres de Ouïghours. Aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de Gaza, on parle un peu moins de l'Ukraine. Voilà, mais c'est sûr que c'est des conflits, que ce soit l'Ukraine ou Israël-Palestine, qui nous concernent. Début d'un processus, Eric. Alors moi, tout ce qui peut faire progresser la paix m'intéresse, même symboliquement, parce qu'il faut rappeler quand même qu'au-delà de la déclaration du chef de l'État et d'autres pays qui reconnaissent la Palestine, en fait, l'État palestinien va pas naître demain, ni après-demain, ni après-après-demain, pour une raison très simple, c'est qu'il faut un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, et que les États-Unis, fidèles alliés de Netanyahou, en tout cas d'Israël, y opposeront leur veto. Donc c'est un symbole. Je vais vous dire, moi j'ai trouvé le discours du président de la République plus voulant marquer l'histoire par les mots qu'il prononçait que comme l'espérance que sa déclaration serait suivie des faits. En fait, voilà. En plus, il y a quand même pas mal de contradictions dans ce discours. Et puis quand même, après le pogrom du 7 octobre, comment est-ce que vous voulez... D'ailleurs, une majorité d'Israéliens, de gauche ou de droite, sont contre la création d'un État palestinien. D'abord parce que le Hamas n'a pas été entièrement désarmé. Ce qui se passe à Gaza est terrifiant. Hein. Ce qui se passe à Gaza est terrifiant. C'est-à-dire que Tsahal, maintenant, va maison par maison essayer de sortir les terroristes du... Bon, et vous avez effectivement une population civile autour. Alors, je me méfie parce que on nous dit que... Vous voyez, on parle plus de la famine, par exemple, des Gazaouis. On n'en parle plus. Pendant des jours et des jours, on nous a expliqué que le point de non-retour avait été atteint. Et depuis quelques jours, plus personne ne parle de la famine. Je ne dis pas qu'elle n'a pas existé. Je dis simplement, ou qu'elle n'existe pas. Je dis simplement que, voilà, on a des infos de part et d'autre, bien malins, qui pourraient dire exactement ce qui se passe. Ce qui s'y passe, c'est qu'il y a des femmes et des enfants qui meurent à Gaza. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, le discours du président de la République, vous voyez, avec le vieux racolage de l'anaphore, le temps est venu, le temps est venu. C'est presque une chanson de Léo Ferré, vous voyez. Et puis, ce qui est un peu ébouriffant avec Emmanuel Macron, pardonnez-moi, c'est que
il est toujours sur le même ton, vous voyez, qui rend hommage à un grand disparu ou qui s'adresse à la tribune de l'ONU. C'est pas gentil pour sa prof de théâtre. Oui, mais justement, la politique, ça devrait pas être du théâtre. Comme a dit Nicolas Sarkozy, la politique, c'est un truc de professionnel, voilà. Ouais. Donc, il est dans la compassion, il fait... c'est vrai que c'est un peu toujours le même ton. Mais oui, c'est un peu le même ton. Alors, ok, le symbole est fort, mais ça permet aussi de détourner l'attention sur le fiasco qu'on vit en France, qu'il soit politique, social, économique. On parle d'autre chose, là. Mais en réalité, peut-être, il est en train d'asseoir son histoire. En fait, il est en fin de mandat. Aujourd'hui, la gestion politique intérieure est plutôt chaotique. Et du coup, voilà, il se concentre sur les affaires externes, internationales. Et du coup, voilà, il s'offre peut-être, voilà. D'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles de Sébastien Lecornu, je suis preneur. Je sais pas ce qu'il fait. Il consulte. Geneviève, cette reconnaissance de la Palestine. Moi, j'ai trouvé ça bien, honnêtement. J'ai trouvé son ton juste et fort. Je pense que quand on est attaché à l'État d'Israël, on ne peut que ressentir avec positivité ce qui s'est passé hier. Moi, je pense que ce n'est pas du tout un cadeau fait au Hamas. C'est l'inverse. Le Hamas est absolument pour la destruction d'Israël. Là, c'est la reconnaissance de 2 États, donc c'est l'inverse. Le Hamas l'a remercié. Oui, le Hamas peut le remercier. Après, ça c'est de la politique, ça c'est de la communication. Oui, c'est de la politique, mais le Hamas l'a remercié directement. Il dit merci pour cette reconnaissance, c'est ce qu'on voulait. Alors Geneviève. Bon, enfin en tout cas, le Hamas et pour la destruction de l'État d'Israël, c'est pas tout à fait les propos qu'a tenus le président de la République hier, qui a commencé à rappeler son attachement à l'État d'Israël. Il peut être l'idiot utile. Donc, franchement, je pense pas. Je pense que c'est au contraire le moment, parce que demain, ce sera en fait terminé, puisque manifestement, il y a aussi une politique de fuite en avant de Benjamin Netanyahou qui veut annexer le plus de territoire possible, annexer maintenant la Cisjordanie et rendre finalement l'existence d'un État palestinien dans l'avenir impossible. Parce que de quel État on parle aujourd'hui ? Un État fondé sur... Non, mais les frontières, je parle des frontières. La Cisjordanie, un bout de Gaza. Enfin, l'État plus un bout de Jérusalem. L'État, c'est toujours le même. Que ce soit pas dans les préoccupations des Français, oui, c'est logique, mais parce qu'on n'est pas dans les préoccupations des Français, il faut pas en parler. La France est porteuse, encore une fois, d'une histoire, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'un certain nombre de valeurs qu'Emmanuel Macron a rappelé très fortement hier. Il est président de la République. Les sondages sont les sondages, mais visiblement, massivement, n'étaient pas pour cette reconnaissance, et les députés, visiblement, non plus. Donc ça ne serait jamais passé au Parlement s'il y avait eu un vote. Non, mais à mon avis, c'est pas le problème. Quelquefois, il faut essayer de brusquer le destin. Et encore une fois, on est à un point, moi je pense, de basculement de l'histoire, où les États arabes neutres ou modérés pourraient basculer dans l'autre sens, sous le poids de leur opinion publique. Et je trouve ça très important, ce qu'a fait Emmanuel Macron. Même si on est dans le symbole, et même si tout reste à construire maintenant, même s'il faut convaincre les Américains, même s'il y a plein de choses à faire. Il manquait quand même les Américains et le roi d'Arabie Saoudite. Et le prince héritier d'Arabie Saoudite. Bien sûr, ce qui est quand même un symbole assez fort. Qui a été le premier au nom de son pays à signer les accords d'Abraham. Non, mais avec tout le respect pour votre analyse, ma chère Geneviève, et pour le président de la République, moi, j'ai quand même eu le sentiment, en étant un peu caricatural, que c'était oui qui partait en vacances, si vous voulez. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand je lis, par exemple, je lis dans son discours bien écrit, il dit, donc en fait, il y a qu'à Faucon, ça va être assez simple, il faut mettre en place une administration de transition intégrant l'autorité palestinienne, accompagnée de forces de sécurité, dont nous accélérerons la formation, qui aura le monopole de la sécurité à Gaza. Mais attendez, pardonnez-moi. Non, je ne suis pas si caricatural que ça. C'est oui qui partait à l'ONU. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de la fatigue écologique, des assurances qui vont augmenter et de bien d'autres sujets avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et vous allez payer, encore payer, puisque les tarifs des assurances vont encore augmenter en 2026. Ça concerne votre assurance habitation, les mutuelles, l'assurance automobile. Alors l'inflation, cher Eric, est en nette baisse. Je ne sais pas si on peut dire nette baisse avec 1%, mais les compagnies d'assurance... Disons que les prix continuent d'augmenter, mais moins fortement qu'avant. Voilà, c'est une baisse dans la hausse, c'est ça. On prévoit donc entre 3 et 6% les tarifs des assurances multirisques habitation qui devraient subir
subir la plus forte hausse. Les conséquences, évidemment, c'est que de nombreux Français vont renoncer à ces assurances, en particulier l'assurance automobile, avec les conséquences que ça peut avoir. Et c'est vrai que certains assurés ne vont pas pouvoir suivre. 4 à 5%, c'est beaucoup sur un budget. Et ça, c'est selon les dires des assurances, pour compenser les phénomènes d'inondation, les phénomènes climatiques, le nombre d'accidents qui est en hausse également pour la hausse des pièces détachées. Donc 0826 300 300. Si vous apprenez de ce matin donc cette hausse, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Est-ce que vous allez renoncer à vous assurer ou essayer de voir s'il n'y a pas des assurances moins chères? On attend vos réactions. Je ne sais pas qui veut, Baptiste. Moi, j'en ai marre. Parce que ça augmente tout le temps. Je regardais un chiffre. En moyenne, les Français dépensent 2800 € par foyer pour s'assurer, la totalité des assurances. Je disais que ça avait déjà augmenté en moyenne de 8% entre 2023 et 2024. En fait, ça n'arrête pas d'augmenter. Moi, j'ai commencé ma vie en faisant des études de droit, et quand j'ai fait du droit, on a appris le droit de la consommation. Le droit de la consommation, ça protège toujours le consommateur. Le seul droit de la consommation qui protège pas le consommateur, c'est le droit des assurances. Donc on paye tout le temps plus cher. Et aujourd'hui, vous avez certainement des exemples dans votre entourage. Vous avez un dégât des eaux chez vous, et vous avez derrière une deuxième fuite. À la fin de l'année, vous avez une chance sur 2 de vous faire dégager par votre assurance. Aujourd'hui, donc, vous payez, vous cotisez, et quand vous avez des pépins, c'est l'enfer pour se faire rembourser. Et en plus de ça, vous risquez de vous faire radier par votre assurance. Il y a de plus en plus d'histoires comme ça. Ouais. Et les conséquences, c'est que il y a des Français qui ne s'assurent plus aujourd'hui, et en particulier pour l'assurance voiture, c'est dramatique. C'est hors de prix. Ouais. C'est un sujet qui est très relié gilet jaune un peu dans l'esprit. Moi, ça m'a rappelé justement, vous savez, la hausse du prix du carburant, en fait, qui n'a cessé de monter, qui a fait exploser les gilets jaunes en 2018. Et finalement, quand on regarde aujourd'hui, le prix, il est plus haut qu'à l'époque de l'explosion des gilets jaunes. Donc en fait, on a sur beaucoup de sujets, que ce soit les assurances, le prix à la pompe et autres, des sujets qui sont vitaux en fait dans le quotidien. Une explosion de ces tarifs-là et en fait une accoutumance des Français à un moment où en fait ils ont effectivement la ceinture sous la gorge, comme on dit, et ils peuvent plus en fait s'en sortir pour des choses qui sont très simples, qui sont de l'ordre de en fait assurer une voiture. Et donc là il y a vraiment un décalage générationnel énorme, effectivement, avec quand on parle parfois des boomers et autres, de ce qu'ils ont pu vivre en fait à certaines époques, et de ce que vivent aujourd'hui les Français très concrètement, des choses qui étaient très simples, qui deviennent aujourd'hui compliquées à vivre. Et comme on en parlait justement à côté, c'est aujourd'hui, on va arriver à des systèmes de secours, c'est-à-dire louer une voiture, c'est-à-dire utiliser la voiture pour un petit trajet, en fait, des choses beaucoup plus simples. Parce que les gens, ils se disent, à quoi bon? En fait, ça sert à quoi que j'achète une voiture aujourd'hui, une voiture neuve, si je peux pas l'assurer? Si en fait, je peux pas l'assurer, je vais me mettre dans des galères, alors qu'en fait, je peux louer une voiture très simple, par BYD et autres, des marques. C'est tellement plus simple. Alors, on a Jean-Pierre en ligne avec nous qui nous appelle de La Ciotat. Et Jean-Pierre, vous êtes assureur, donc c'est intéressant de vous avoir ce matin à l'antenne de Sud Radio. Oui, merci. Alors, est-ce que ça va augmenter? Oui. Oui. La réponse est oui. D'accord. Plusieurs motifs. Alors, j'entendais parler d'assurance automobile. Vous avez des coûts objectifs d'évolution des réparations automobiles. On pense toujours au développement de la planète, mais par exemple, un véhicule électrique, lorsqu'il est un peu détérioré au niveau de la batterie, quelquefois, il faut changer toute la batterie et c'est quasiment le prix du véhicule. Donc, loin de faire baisser les assurances, avoir un véhicule électrique, ça fait augmenter. Et faut pas penser non plus que les réparateurs automobiles, les carrossiers, ont des coûts qui baissent. Et puis, il y a l'impact aussi du climat et des émeutes. Donc aujourd'hui, vous avez une taxe sur les contrats qui est passée de 12% à 20%. Je peux vous garantir que ça fait mal. Hein. Donc cette taxe, aujourd'hui, tout le monde la paye. Et 5% sont liés aux émeutes récentes. Qu'on anticipe. Donc tout cela, c'est facturé sur les multirisques habitation, sur les assurances automobiles, les assurances des entreprises.
Voilà, donc tout cela n'incite pas à penser que les assurances vont baisser, bien au contraire. Et puis si on fait un petit parallèle avec les assurances de santé, moi ce que j'observe depuis 30 ans, c'est que plus vous avez de garanties, plus les gens consomment des prestations de santé. Et j'ai pas de jugement de valeur dessus, mais c'est un constat. À partir du moment où vous avez très peu de franchises et beaucoup de prise en charge, les gens consomment. Mais concrètement, tout le monde est là pour gagner de l'argent, donc concrètement, plus ça coûte cher aux assureurs, plus ils facturent, parce que les assureurs, c'est pas l'État, ce sont des entreprises privées. Mais on va vous dire qu'on paye très cher déjà. Enfin, on a le sentiment de payer très cher, et comme le disait Baptiste, quand on a un sinistre, l'impression de pas forcément être remboursé ou assuré pour ce qu'on paye. C'est un petit peu ça que vous dites. Oui, c'est ça que je dis. Il y a un mot que... Je peux intervenir ? Oui, bien sûr, c'est intéressant de vous entendre. Il y a un mot que je voudrais peut-être supprimer de la conversation, c'est le mot sentiment. Oui. Parce qu'un sentiment... alors, la réalité, je paye cher mon assurance. La réalité, c'est que c'est cher. Ouais. La réalité, c'est que ce sera plus cher. Et la réalité, c'est que l'assurance est un jeu dans lequel, un jeu entre guillemets, c'est une solidarité. C'est un contrat par lequel on ne peut pas normalement gagner d'argent. Donc, vous avez toujours une franchise. Ouais. Et quelle est la fonction de l'assureur ? C'est d'être là dans les gros coups durs. Lorsqu'on a une fuite de petits sinistres, eh bien, ça coûte cher parce que la franchise, chaque fois, elle a un impact important. Si j'ai un sinistre à 1 000 € et une franchise à 500 €, eh bien, j'en suis pour 50% du sinistre de ma poche. Par contre, lorsque ma voiture est intégralement partie parce qu'elle a été brûlée ou qu'elle a été volée, la franchise à 500 €, tout à coup, elle est pas très chère. Oui. Voilà. Et ça, c'est pas un sentiment, c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, ce que j'ai entendu aussi, quand on a parlé de ces hausses, c'est des Français qui disent, mais moi, je veux pas payer pour les manifs, je veux pas payer pour les casseurs. Oui, je vous vois hocher la tête, Baptiste, mais c'est dans ce sens-là où je parlais de... veut bien payer pour les casseurs. Non, je veux pas payer pour les casseurs, pas du tout. Je vous la laisse. Mais de la même manière, quand on habite à Paris, on n'a pas envie de payer pour les inondations qui se passent en Bretagne, etc. Voilà, après, c'est le modèle social français. Que les inondations, on a du mal à les éviter. Les casseurs, je pense qu'on pourrait éviter quand même. Bon, peut-être. Mais en tout cas, merci de nous avoir appelés, Jean-Pierre, c'est intéressant. On a un auditeur qui nous dit un peu la même chose que vous, les assurances augmentent en même temps pour parler de l'automobile, il n'y a rien d'étonnant. Si le coût de la main-d'œuvre, lui, n'a pas augmenté, du moins pas en proportion, le prix des pièces automobiles est en très forte hausse, surtout depuis l'arrivée des véhicules électriques ou à technologie hybride, c'est ce que vous nous disiez aussi, des pièces extrêmement coûteuses, et puis au niveau de la batterie, bon, c'est en gros effectivement l'explication que vous nous donnez. Stéphane nous dit un phare est passé de 80 € à plus de 3 000 €, voire 10 000. Il est passé du Clio à une Bentley. Les mêmes phares. Non, mais juste, j'aurais voulu dire un truc à Jean-Pierre est toujours là. Voilà, parce que Jean-Pierre, j'entends ce que vous dites qui est assez judicieux. 500 € de franchise, si vous avez un petit sinistre, ça vous coûte cher. Si vous avez un gros sinistre sur votre voiture d'occasion, mais souvent, vous savez où se met la discussion et le diable est dans les détails, c'est que l'assureur, il vous explique que la valeur d'usage de votre véhicule, elle est bien plus basse que ce que vous avez imaginé. Donc en réalité, l'assureur, même si la franchise est de 500 €, vous rembourse quand même pas des milliers et des cents. Ouais. Jean-Pierre ? De mon côté, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle une valeur, on dire d'expert au moment du sinistre. Oui. Voilà. Oui, c'est ça, c'est la valeur d'expert. Ça coïncide pas forcément avec la valeur de l'auto. Mais moi, ce qui me sidère quand même, je regardais ce chiffre qui est le plus récent de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Il y a près de 700 000 automobilistes en France qui roulent sans assurance. C'est dramatique. 700 000. Non, mais surtout, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est on augmente le prix des assurances. Je veux bien entendre que le prix des sinistres et des dommages est augmenté. Mais en fin de compte, c'est pour préserver la marge des assureurs. En réalité, j'ai pas le sentiment, en tout cas, j'ai pas vu de titres dans la presse de plans de licenciement, de plans sociaux dans le monde des assurances. J'ai quand même l'impression que c'est un secteur qui fonctionne plutôt pas mal. On va y revenir, 0826 300 300. On attend vos réactions sur ce sujet. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, on va peut-être changer de sujet et peut-être avec vous, Éric Revel, parler de Bruno Le Maire. Alors ça m'a complètement échappé.
Ah mais alors moi ça m'a pas échappé parce que je connais le Bruno Le Maire, enfin ça n'a rien à voir depuis très longtemps. Il a même, je l'ai connu à l'époque où il était directeur de cabinet de Dominique de Villepin, Premier ministre. Vous voyez, ça remonte un peu. Et alors il a donné une interview, la première depuis qu'il a quitté le gouvernement, il a donné une interview à l'Usine Nouvelle, qui est un magazine spécialisé sur l'économie et la microéconomie. Et alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas du tout avec le dos de la cuillère. Notamment sur Bruxelles, il a quand même été ministre des Finances et de l'économie pendant 7 ans. Il dit c'est une bande de technocrates qui comprend rien à rien. Ils sont en train de planter l'industrie européenne. Il est urgent de faire quelque chose. Juste pour dire, ce sont ces mots, hein, une bande de technocrates qui ne mesurent pas la vitesse. Ma qualité de journaliste. Moi, en général, je suis assez précis. Je cite les mots qui ne mesurent pas la vitesse avec laquelle le monde se transforme. La technostructure bruxelloise est en train de tuer l'industrie européenne. Oui. Donc, je ne sais pas si son détour par la Suisse, où il a été prof d'économie avant de faire du conseil, l'a rendu souverainiste. Mais là, ce qu'il dit sur Bruxelles, vous imaginez, ministre des Finances, il avait dit ça. Donc, c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre des Finances et de l'économie, parce qu'il aurait pu s'apercevoir de tout cela avant. Puis alors, sur Emmanuel Macron, c'est pareil. À propos de la dissolution, il dit quel saccage. Il parle de saccage. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a raté la dissolution? Il dit que tout s'est arrêté. Regardez les termes. Que tout s'est arrêté en France à partir de la dissolution. Que les gens n'investissent plus. Oui, bien sûr. Mais quelle mouche a piqué Bruno Le Maire? Alors on disait qu'il pouvait être peut-être la rumeur, ministre des Affaires étrangères. Là, c'est sûr qu'il a compris qu'il ne le serait pas parce que chargé comme ça le président de la République. Mais ce qu'il dit m'intéresse beaucoup. Bien sûr. Moi, je l'ai jamais entendu ni en off, ni publiquement tenir de pareils propos. Donc moi, la question que j'aimerais lui poser, s'il nous écoute, Bruno Le Maire, c'est mais pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas être parti avant? Oui, voilà, c'est Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Lui, il l'a pas ouvert, il n'a pas démissionné, si vous voulez. Donc, pour moi, il y a une énigme, et moi, c'est la question que j'aimerais lui poser. Que s'est-il passé? Pourquoi ces révélations soudaines? Est-ce qu'il était à Lourdes? Est-ce que, vous voyez, est-ce que la Suisse, il a mangé trop de chocolat? Enfin, je ne sais pas. Mais on nous a changé notre Bruno Le Maire, qui était plutôt passe-muraille et qui avait jamais un mot plus haut que l'autre. Mais comment vous l'expliquez, vous? Mais je l'explique pas. Je l'explique pas. Alors peut-être qu'il considère qu'il n'a pas été soutenu, qu'il a été au moment, vous savez, des dérapages de recettes à Bercy, qu'il a été sacrifié, qu'on lui a fait porter le chapeau, etc. Et donc, il parle de la dissolution qui a coupé net la réindustrialisation et le désendettement. Vous imaginez Donc, il a effectivement il a trouvé son chemin de Damas. Il a trouvé son chemin de Damas, mais il appartient quand même à cette cette filiation d'hommes politiques qui retrouvent le courage quand ils perdent le pouvoir. C'est-à-dire que c'est quand même toujours, on a tous ces politiques démissionnaires. Vous savez, au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui explique qu'il n'y a plus de zone safe, mais quand il a quitté le ministère de l'Intérieur, qui explique que finalement au Stade de France, c'était pas des sentiments. Mais il explique que finalement, devant le Stade de France, c'était pas des supporters anglais. Là maintenant, je vous le dis, voilà, c'est comme c'est comme François Hollande qui parle de partition. Gérald Collomb qui dit que ça va être le face-à-face, et tous ces politiques-là, ils retrouvent le courage, les mots justes, quand ils quittent le pouvoir, et ça c'est vraiment insupportable. Là, c'est très violent. Je crois que Gérard Collomb, il le disait quand il était au pouvoir. Non, il a jamais dit. Gérard Collomb n'a jamais dit. La passation de pouvoir Place Beauvau, qu'il a cette formule que personne n'a oubliée. Et c'est ça, mais côte à côte, nous allons vivre face-à-face. Ça, il l'a pas dit quand il était au pouvoir. On parlait plus de sentiments d'insécurité à l'époque que de réalité concrète. Mais on a compris qu'il démissionnait aussi à l'époque, Gérard Collomb, pour ça. Ça aussi, mais à un moment, voilà, il y a quand même toute une filiation d'hommes politiques. C'est comme, mais même en soi, François Bayrou, ça a été ça. Il a eu 9 mois pendant lesquels il avait le temps de faire des choses. Il avait rien à perdre. François Bayrou, il avait rien à perdre. Vraiment, personne l'attendait. On disait, t'as le temps, tu peux manœuvrer et tenter des choses au pire. Et en fait, il retrouve le courage à un moment de parler finalement de responsabilité face à la dette et autres. Au moment où en fait, il quitte le pouvoir, c'est insupportable. Et ça fait partie aussi de la cassure démocratique, du lien qu'il y a entre les Français et les politiques. C'est un peu comme Gabriel Attal qui appelle à tourner la page du chaos. Baptiste. Pardon? Non, je vous appelais Bruno. Bruno. Non, c'est un peu comme Gabriel Attal qui appelle à tourner la page du chaos. En fait, c'est des hommes politiques qui ont été à la manœuvre et qui aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont oublié qu'ils étaient en partie co-responsables, c'est totalement responsables. Les Français qui sont impatients de tourner la page du chaos en 2027. Mais là, il parle quand même à la fois de son propre bilan et celui d'Emmanuel Macron. C'est comme Édouard Philippe, quoi. Il dit
quand même, quand on lui demande s'il regrette de ne pas avoir résorbé la dette, il dit bien sûr que c'est un échec de ne pas avoir pu mener à terme le rétablissement de nos finances public, c'est une blessure pour moi. Donc il pense qu'il aurait pu rétablir. Il juge qu'il était sur le bon chemin. Mais non, il a contribué à l'inverse. Oui, mais lui, il est blessé en disant j'aurais réussi si on n'avait pas coupé les ailes. On parle plus de Gabriel Attal, on parle de Bruno Le Maire. Mais il est absolument surprenant parce qu'il était quand même dans un gouvernement où le président de la République montrait le chemin de l'arrogance. Il dit dans l'interview, parce que la question lui est posée, mais alors comment jugez-vous votre bilan? Et vous savez ce qu'il répond? Modeste. On nous a changé Bruno Le Maire. C'est pas le même. C'est un hologramme. Il est totalement lucide. Voilà, lucidité salutaire. Donc, après, il a eu des moments hors sol dans sa vie déjà, Bruno Le Maire. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand il avait écrit ce livre. Quand il avait écrit, voilà, c'est ça. Quand la baignoire et sa femme arrive, oui. Il était un surdoué mal compris et mal aimé de son père. Je me souviens de ce passage absolument surréaliste. Donc, il a des moments comme ça. Mais il écrit très bien, Bruno Le Maire. Moi, je trouve ça dingue qu'il ait le temps d'écrire alors qu'il est ministre. Oui, c'est le côté classique du truc. C'est vrai. En fait, quand on a son bilan, je suis désolé, j'ai pas envie qu'il écrive des livres. Moi, je travaille beaucoup et j'écris, vous voyez. Vous êtes brillant. Non, j'ai pas de chauffeur et j'ai pas de gyrophare. Je suis d'accord. On a des auditeurs qui ont de l'humour. Marie nous dit Bruno Le Maire nous fait une dilatation des neurones. Il n'y a pas de traitement. Mais c'est vrai que Usine Nouvelle, c'est pas très lu. Enfin, non, c'est sa première interview depuis qu'il a quitté Bercy. Donc tout ça est étonnant. Bon, en même temps, il savait qu'en prenant la parole n'importe où, ce qu'il allait dire, surtout si c'était un peu tapé fort, ça serait repris à peu près partout. Il y a beaucoup de papiers autour de ça, mais je trouve qu'on n'en parle plus, oui. Non, c'est vrai. Bah, écoutez, c'est fait sur Sud Radio. Parlons vrai. Parce qu'on se moque un peu de Bruno Le Maire. Je n'ai plus grand-chose à faire de Geneviève, coup de gueule. Oui, le test du sac à main. J'ai vu ça ce matin. C'est effectivement le Parisien qui nous révèle ça ce matin. C'est absolument incroyable. Je ne l'ai pas vu. Non, vous avez un sac à main? Non, j'ai pas ça encore. C'est pour ça, ils ne se sont pas concernés. J'y pense. Lors d'un entretien d'embauche, désormais, il arrive que des recruteurs ou des DRH fassent ce qu'on appelle le test du sac à main, apparemment. Bon, le test du sac à main, c'est je parle avec vous tranquillement, je fais l'entretien d'embauche, puis à la fin, je vous demande de chercher quelque chose dans votre sac à main. Ou plutôt de l'ouvrir. Oui. Deux possibilités. Allez, est-ce que vous avez un stylo dans votre sac à main? Oui, est-ce que vous pouvez le trouver? Là, évaluation du temps que vous mettez à trouver le stylo, donc qui montre la manière dont votre sac à main est rangé. Donc, la manière dont votre esprit fonctionne quelque part, l'esprit d'organisation. Ou alors, madame, ouvrez-moi votre sac à main. Est-ce que vous pouvez passer votre sac à main? Et je regarde à l'intérieur et voilà. Ce qui est quand même justement, proprement hallucinant, effectivement. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce test ne vise pas forcément à regarder ce qu'il y a dans le sac à main, mais à voir votre degré de soumission. Voilà. Et donc, vous pouvez ne pas être recruté si vous acceptez, parce que vous êtes considéré de montrer, si vous refusez de montrer le sac à main. Si vous refusez de montrer. Oui, si vous refusez de montrer. Non, si vous acceptez de montrer. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas assez de personnalité pour c'est extrêmement sexiste, moi je trouve, comme pratique. C'est très sexiste. Parce que ça touche pas les hommes, a priori. C'est très genré comme histoire. Non, Stéphane nous dit c'est aux US. Non, il y a des témoignages en France dans le Parisien. Mais vous savez, je me suis toujours posé une question, en étant sain d'esprit et pas complotiste. Pendant le confinement, la façon dont les gens sont restés chez eux, est-ce qu'on testait vraiment leur trouille face à la maladie ? Personne ne savait de quoi il s'agissait. Ou est-ce qu'on testait aussi une façon de regarder comment les gens acceptaient les ordres? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous vous souvenez du film Icomicard? Vous vous souvenez du film Icomicard? Il y a cette scène qui est un test connu où vous avez quelqu'un qui envoie de l'électricité dans le corps de quelqu'un. Et la personne qui reçoit l'électricité, elle doit se souvenir de mots. Mais en fait, on teste pas du tout la mémoire de celui qui est torturé. On teste la faculté qu'a un individu normalement constitué à répondre à des ordres les plus terribles. Mais non, mais oui, mais non, mais d'accord, mais donc ça voudrait dire qu'il y avait une espèce de deep state qui avait pensé tout ça. Vous imaginez que le test du sac à main, on puisse écarter quelqu'un d'un job juste parce qu'il aurait montré son sac à main et que ça veut dire qu'il est soumis? Ça veut dire qu'on utilise ce genre de méthode. On se retrouve, vous pourrez encore réagir si vous le souhaitez sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est assez étonnant comme papier. Tout de suite, c'est les infos sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité jusqu'à 11h30. À 11h30, l'émission Média avec Gilles Ganzmann. Nous recevrons Jean-Michel Apathy qui viendra nous parler de son livre sur Cyril Hanouna. Pour commenter l'actualité, Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. Comment ça va, Valérie? Mais très bien. Et vous, le cheval, vous avez une reconversion, toute trouvée. Comme cheval ou jockey? Non, ni l'un ni l'autre. Grand matin, vous êtes trop grand pour être jockey. Ouais. Grand matin Sud Radio, c'est mardi, mercredi, jeudi. Geneviève Betzinger, présidente de l'agence Image, Baptiste Desmontiers. Desmontiers. Bah oui, on a travaillé ensemble, Valérie, en plus. Très joli nom. Journaliste, grand reporter, et Jules Laurence, vous êtes rédacteur en chef de Frontières avec un nouveau numéro qui paraît dans 10 jours, à peu près jeudi le 2 2 octobre, avec une grande enquête autour de ces maires qui font du clientélisme. Dans quel sens, le clientélisme? Surtout vis-à-vis de la communauté musulmane, pour beaucoup de maires qui préparent ça depuis 2 ans. C'est une enquête qui n'a pas été faite depuis très longtemps. Vous savez, on en avait dans les années 2010. À l'époque, on disait que c'était pas vrai, que c'était pas tout ce qu'ils disaient, tout ce que font ces maires, c'est pas tellement ça. Là, on a rapporté les preuves, les méthodes, on a les mails, les échanges entre les associations, les maires. Les avocats, là? On est prêts. Parce que là, sur la photo de une, j'ai vu le moins flouté, c'est Christian Estrosi. Ah non. Ah si. Alors là non. La une qu'on m'a montrée il y a. Oui, non, mais là Eric, c'est pas la une officielle là. Mais je suis bien informé. Ce n'est pas la bonne une. C'est pas celle qui est sortie sur les réseaux. D'accord. Non, c'est votre patron qui. Mais je sais, il l'envoie à tout le monde. J'arrête pas de lui dire. Donc on peut imaginer qu'il fait partie de l'enquête. Mais il est à l'intérieur. Mais il n'est pas sur la une. Parce qu'on est très suivi à Nice aussi. Pardon. On est très suivi à Nice, Sud Radio. Oui, absolument. Baptiste, vous voulez pas revenir sur le sac à main? Mais tant que je me suis pas acheté de sac à main, je peux pas en parler en fait. Mais c'est vrai que c'est des pratiques invraisemblables. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment invraisemblable. Surtout, je veux dire, d'un point de vue psychologique, c'est d'une perversité mais incroyable d'avoir simplement imaginé. C'est-à-dire, on peut même pas le concevoir. Les gens du bon sens normaux, ils peuvent pas concevoir qu'en fait, il y a des gens qui vont se dire bon là, je vais aller lui demander d'aller chercher son sac. Et si jamais elle y va, là, je la recrute pas. Mais moi, j'ai du mal avec toutes les nouvelles techniques de management et d'évaluation. On avait eu, je sais pas si vous y aviez participé, à TF1, il y avait eu des espèces de conventions où il fallait jouer des jeux de rôle. Oui, c'est ça. On avait des équipes, il fallait faire des tatouages et on était observés. Moi, ça me. C'est un peu comme à HEC. J'en ai en mémoire des fameuses avec les bandeaux rouges, les bandeaux jaunes. Et puis à l'époque. C'est Koh-Lanta, ça, pardon. Non. Ça devait être un jeu. Et à l'époque où il y avait un numéro 2 à TF1 qui était assez mal ressenti, qui était parti en cours de jeu. Oui. Vous avez rabîmé ma mémoire. C'est un traumatisme pour moi, ce genre de truc abominable. Bref, Baptiste, vous avez un coup de gueule. Ouais, j'ai un coup de gueule et je crois on en a un peu parlé pendant la pause. On va a priori être assez d'accord là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire aujourd'hui qu'il y a quand même une crise entre les Français et les politiques? Il y a vraiment, on trouve que le niveau est déplorable, les débats à l'Assemblée nationale sont déplorables. Fatigue démocratique. Et là aujourd'hui, la fatigue démocratique. Et aujourd'hui, on voit, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, c'est que vous êtes probablement dans une grotte. Louis Sarkozy est omniprésent dans les médias, partout. On lui donne la parole, il parle tout le temps. Moi, je trouve ça totalement ridicule parce que Louis Sarkozy sera peut-être une personne brillante. Il a aujourd'hui 27 ans. Il est candidat donc pour mémoire à la mairie de Menton. Récemment, il a interviewé Javier Milei, qui est le président argentin. Une interview qui est tout sauf une interview, je suis d'accord avec vous, vous êtes formidable, qu'est-ce que vous en pensez, voilà. On lui demande son point de vue aujourd'hui sur Israël-Palestine, il nous parle de ses tatouages, il parle dans tous ses discours, il est tout le temps en train de citer Spinoza ou Goethe, etc. Bref, moi je sais pas ce que ça raconte, est-ce que ça raconte le fait que globalement on a une classe politique Spinoza ou Goethe? Je pense qu'il les a peut-être lus, mais vous savez, c'est comme la confiture, vous connaissez l'expression. Moi, on en a plus on l'étale. Je pense que les tartines de Louis Sarkozy doivent être très remplies de peu de confiture. En tout cas, moi, je trouve que ça raconte un truc de la société actuelle. C'est si vraiment Louis Sarkozy, c'est l'avenir de la politique française, c'est la pauvreté de la classe politique française. Pardon. Oui, vous êtes d'accord bien sûr. Et puis il y a vraiment cette question qui représente aujourd'hui Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, son fils Louis Sarkozy. Oui, que représente, vous voulez dire. Oui, non, mais même en fait.
fait, il représente qui aujourd'hui quelle voix, quel courant, je sais pas d'où il parle. En fait, pourquoi est-ce que lui est mis en avant dans les médias? Effectivement, moi, je me souviens d'une fois où je zappais là, je le voyais sur une chaîne et puis après, j'ouvrais mes réseaux sociaux, je le voyais de nouveau sur une interview en fait qui avait été programmée. J'en peux plus. Moi, je suis vraiment de cet avis-là. Je trouve qu'il a une surexposition médiatique au rapport de son talent, au rapport de ce qu'il écrit. Il y a des choses c'est assez abscon. Par exemple, il a écrit un livre sur Napoléon en anglais qu'il a fait traduire en français. Pardon, mais qu'est-ce qui se passe ? Faudrait qu'on trouve les chiffres de vente parce que je crois que c'est une catastrophe les chiffres de vente de son bouquin. C'est ça, et puis c'est très ringard sur sa communication, ce qu'il a fait avec Paris Match, avec sa femme pour Menton. La main sur le ventre. La main sur le ventre. Vous êtes anti-sarkoziste. Mais non, mais à dire que voilà, lui, c'est la droite où en fait il faut maintenant apprendre à se défendre, faire des sports de combat, c'est ça qu'il veut. Non, on est beaucoup. Il y a beaucoup d'autres problèmes que juste apprendre. Vous le trouvez pas brillant ? Ah non, pas du tout. Non, mais je vous pose la question. Moi, je pense que c'est pas parce qu'on parle doucement, comme ça, en fronçant les sourcils, que c'est forcément un discours intelligent. Et lui, c'est vraiment ce qu'il fait. Ou qu'on fait de la référence, c'est-à-dire qu'il fait que de la référence, d'accord, mais c'est pas ça qui est intelligent. Oui, je partage. Moi, la séquence qui m'a le plus marqué, c'est quand il dévoile ses tatouages. Vous avez vu, où il explique qu'il a une tête de mort sur un bras, que sa mère était contre. Voilà, Bon, après, peut-être qu'il apprend son métier de politique. Je sais pas par qui il est conseillé. Mais les médias sont un relais. Il est sur LCI, face à Raquel Sarkozy, je pense. Oui, non, il n'y a pas de. Mais vous savez, le débat public. Alors, j'ai donné cette petite expression de Pierre Mendès France il y a 2-3 jours, mais je vais vous la redonner parce que vous allez voir le niveau du débat à l'époque et là où on est tombé quand même. Donc, il y a un très violent antisémitisme à l'époque de Pierre Mendès France. Il est président du Conseil, je crois, il est à l'Assemblée. Et vous avez un type qui lui dit, écoutez bien, ta gueule de circoncis. Et vous savez ce que répond Pierre Mendès France ? Décidément, votre femme est trop bavarde. Est-ce que vous voyez le niveau ? Faut pouvoir le faire. Faut pouvoir le faire. Faut avoir la répartie. Aujourd'hui, si vous voulez, quand je vois les gens de la France insoumise, bon, alors à force de dire que le niveau de l'éducation nationale s'effondre, ça a touché depuis longtemps les députés, si vous voulez. C'est une évidence. Mais oui, vous avez raison. Enfin, c'est catastrophique. Et là, quelle image on donne aux Français qui ont encore envie de voter ? Ouais. Il faisait des débats avec Raquel Garrido, il était nul. Franchement. Ah ouais. Non mais c'est vrai. Il avait un débat, je crois que c'était sur LCI. Mais toujours. Il a toujours. Oui, je l'ai vu avant-hier. Je trouve qu'il se fait régulièrement manger. Et il est invité, partout. Je tiens à préciser, service public, chaîne privée, de CNews, en passant par effectivement LCI, il est partout. Donc il doit faire de l'audience. Oui, vous avez Donc il exaspère, mais il fait peut-être de l'audience. Oui, mais est-ce que c'est le critère suffisant pour lui demander son avis sur le conflit israélo-palestinien ? Il n'a strictement aucune légitimité. Sa légitimité se résume à son nom, qui n'est pas une légitimité. C'est parce qu'il est fils d'eux qu'il est légitime. C'est du népotisme pur. Sur la marge du monde, il n'y connaît rien. Il a pour l'instant rien fait de sa vie, ou pas grand-chose. Donc il commence par bosser, par avoir un passé, un passif, une histoire, quelque chose, et puis après, éventuellement, il fait de la politique. Mais... non, je trouve que c'est pathétique. Je suis complètement d'accord avec vous. Et il est pathétique. Vous parlez des députés de la France Insoumise, ça me permet de glisser un petit coup de gueule. Non, mais même pas un coup de gueule, mais un coup d'amusement sur cette flottille qui, moi, m'hallucine de jour en jour. Enfin, ces flottilles qui sont parties via Gaza. Et alors, le dernier épisode en date, donc, c'est la cohabitation de militants LGBTQIA+, et des militants islamistes qui n'acceptent pas l'homosexualité, le polyamour, et puis alors les tweets de monsieur comment s'appelle-t-il, Guénolé, qui nous parle des gens qui sont à bord, donc cette femme experte en relations sexuelles. Je ne suis pas sûre que à Gaza il soit forcément très bien accueilli, mais le grotesque, il y a quand même 7 députés européens et français qui sont partis à bord de ces flottilles. Ça va mettre fin un peu à la théorie de l'intersectionnalité. Vous savez, toute la convergence des luttes, tout le monde peut se retrouver dans une lutte commune à travers sa propre lutte. On voit bien qu'il y a des luttes qui, en fait, entre les LGBT et les islamistes ne convergent pas. Il va y avoir un mur du réel. Difficile, oui. Bon. Donc, c'était votre coup de gueule. Pour vous, Jules, peut-être qu'on va marquer une pause et puis juste après, on va se retrouver et vous allez nous parler de la maman de Philippine et de ses mères qui aujourd'hui prennent la parole. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 11h30, Jules Laurence, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est vrai que j'ai été extrêmement touché depuis la semaine dernière, c'est la prise de parole de la maman de Philippine. On se rappelle Philippine qui a été tuée par un OQTF dans des conditions absolument atroces, à moitié enterrée dans le bois de Boulogne. Une affaire vraiment sordide, d'autant que l'OQTF aurait dû était en CRA, il y a eu des délais qui ont empêché finalement qu'il soit expulsé vers le Maroc. Et je trouve qu'en fait on assiste actuellement depuis à peu près un an et demi à un basculement de la parole des victimes justement de l'insécurité, notamment de leur famille. Je pense à la maman de Lola, je pense à la maman du jeune Elias qui s'était vraiment exprimé avec beaucoup de pudeur sur BFM, également sur CNews. C'est-à-dire ces mères de famille qui, vous savez, n'ont plus envie de se taire, n'écoutent plus ce que peuvent donner comme consigne parfois le gouvernement ou le ministre de l'Intérieur qui peut leur dire attention, n'attisez pas l'affaire. Non, elles sont capables aujourd'hui d'aller frontalement face au ministre de l'Intérieur. Moi, en l'occurrence, Bruno Retailleau va plutôt dans leur sens. Mais on a une libération des paroles des victimes et je pense aussi, vous savez, à Claire Géronimi qui, pareil, a été violée dans son hall d'immeuble il y a 2 ans par un OQTF et dont le procès va s'ouvrir demain pendant 3 jours. Et je vois énormément de courage dans ces femmes qui osent aujourd'hui faire des audiences publiques dans leur procès, chose qui ne se faisait que très peu avant. Avant, justement, on disait audience close, on va pas inviter la presse, on va rester dans cette intimité du viol qui est terrible. Aujourd'hui, elles assument ces combats, elles disent voilà ce qui m'est arrivé, voilà la réalité, et on a des familles et des femmes qui osent prendre la parole et je trouve que ça va dans le bon sens et je salue leur courage de la prise de parole. Oui, réaction, Geneviève, ça... Oui, c'est bien. Non, mais bien sûr. Enfin, bon, j'ai rien de particulier à dire là-dessus. Franchement, oui, c'est bien que la parole se libère, c'est bien que les puis que le discours change pas, et que le discours change pas des victimes, parce qu'on a eu pendant très longtemps, au moment du Bataclan, vous n'aurez pas ma haine, etc. Et on a des femmes qui assument aujourd'hui de dire je ne pardonne pas. Bien sûr. Bon, après chacun vit son deuil et réagit, mais c'est vrai que c'est un discours qui a changé. Alors je vais faire un parallèle qui est vraiment pas bon, mais la veuve de Charlie Kirk que vous avez vu, elle a pardonné au tueur de son mari. On était dans une grande communion religieuse. Dans le service public a dit que c'était une réunion de nazis. Oui. C'est vrai. Oui. Bon. Mais moi, ce qui m'a frappé dans l'interview qu'a donnée la mère de Philippine au Figaro, bon, c'est une famille catholique, des Yvelines, fervente. Sa souffrance est telle qu'elle explique dans l'interview que même sa foi, en fait, n'arrive pas vraiment à la sauver. C'est-à-dire qu'elle parle à sa fille, elle attend des petits signes qu'elle n'a pas, elle est morte à moitié. Enfin, vous voyez, c'est une souffrance évidemment indicible qu'il faut souhaiter absolument à personne. 1, de voir un enfant disparaître, et 2, dans ces conditions. Mais c'est là où j'ai été frappé, c'est que on a tous eu peut-être dans nos familles des gens qui avaient une foi chevillée au corps, quelle que soit leur religion, et ces gens arrivaient à passer tous les obstacles de la vie finalement jusqu'au bout parce qu'ils étaient préservés par leur foi. Moi, j'avais une grand-mère qui était de ce bois-là. Et la souffrance de la mère de Philippine, et on peut le comprendre, est telle qu'elle avoue que même sa foi personnelle n'arrive pas à lui faire surmonter cette incroyable douleur. Oui, douleur. Et ça m'a beaucoup marqué. La mort d'un enfant est quand même, c'est pas dans l'ordre des choses. Et là, dans les circonstances en plus, il y a une circonstance, c'est que finalement la maman de Philippine, c'est ce qu'elle explique aussi au Figaro, ce qu'elle expliquait aussi sur plusieurs chaînes. Elle n'a pas pu revoir sa fille. Elle n'a pas pu, vous savez, la maman d'Elias, ce qu'elle a fait, elle s'est mise à côté du petit Elias, elle lui a pris la main. Et finalement, elle a pu faire son deuil aussi en voyant le corps de son fils une dernière fois. La maman de Philippine, en fait, on lui a dit, vous ne pouvez pas voir, et surtout, vous ne pouvez pas toucher le corps parce que, en fait, on a besoin de faire des enquêtes dessus. Et elle a jamais pu revoir sa fille depuis qu'il lui est arrivé ce meurtre atroce. Et donc, le deuil à ce moment-là est extrêmement difficile à faire, d'autant que la personne qui a tué Philippine avait déjà en fait commis un viol avant, et on sait que c'est, selon les rapports de police et ce qui avait été jugé au tribunal, c'est un menteur. Et c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui au tribunal va se retrouver face à quelqu'un qui va peut-être mentir sur ce qui s'est passé, et ce seront les seuls
pièce à conviction qu'elle va avoir en face d'elle, c'est revoir le meurtrier qui potentiellement va mentir les yeux dans les yeux en disant tout ça, c'est pas vrai, ça n'est pas arrivé. C'est une douleur terrible. C'est quelqu'un qui avait rien à faire là en fait, qui aurait jamais dû se trouver là à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est ça qui est essayé d'ailleurs de dire qu'il se souvenait de rien, etc. Il se souvenait de rien, que tout ça, en fait, il était confus, il mentait et tout. Donc ça, c'est une douleur terrible pour l'amant de Philippine. Mais elle l'exprime avec beaucoup de pudeur. Et je trouve que ce qui est très beau, trois femmes ce sont des paroles très spontanées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, face à des discours qui sont parfois formatés, ces questions-là, d'OQTF, de criminalité et autres, c'est des paroles très spontanées de bon sens. Et d'ailleurs qui sont sans polémique. Parce que toute la question, je veux pas de polémique. Voilà, c'est important parce que vous parlez du meurtrier au QTF, etc. C'est pas quelque chose qui ressort. Là, par contre, elle le dit. Par contre, elle dit, je ne veux pas de polémique. Oui. Par contre, j'explique que elle était pour la loi Marlex. Elle le dit justement. Elle dit, il fallait allonger le délai justement dans les CRA. Elle explique qu'il y a un système qui dysfonctionne sur la question des EQTF et que ça, c'est le fond de l'affaire quand même Philippine, parce qu'il aurait jamais dû être en France. Il aurait jamais dû être là. Donc ça, elle le dit très clairement. Simplement, elle veut pas, parce que par sa pudeur, elle veut pas une polémique qui serait bas de plafond sur cette question-là. La mort de sa femme. C'est pas forcément pas politisé. Non, c'est pas politisé, c'est pas polémiqué. Ouais. Quelques mots sur Donald Trump. Je voulais en parler hier parce que je trouve que ses sorties sont de plus en plus sur le paracétamol. Là, c'est sur là ce matin, cette nuit, il a déclaré il aussi. voulait traiter le Covid avec de l'eau de javel, vous vous souvenez. Mais là, c'est quand même une folie. C'est dingue. Il a dit que le paracétamol était responsable de l'autisme. Et qu'il fallait pas, quand on était enceinte, prendre du paracétamol. Donc il y a déjà eu les vaccins. Il s'était attaqué aux vaccins des bébés. Et plusieurs sorties avec aussi les sorties de Robert Kennedy. Et là, le paracétamol et c'est terrifiant de dire ce genre de choses. C'est terrifiant parce que c'est quand même le président de la première puissance mondiale qui est anti-science, mais à un point hallucinant, qui dit n'importe quoi sur n'importe quoi en permanence. Qui est quand même pas n'importe quoi sur n'importe quoi en permanence. Il dit souvent n'importe quoi sur n'importe quoi. Et en tout cas pour ce qui concerne les questions de santé, il dit n'importe quoi sur n'importe quoi tout le temps. C'est quand même parler de Joe Biden en disant c'est un sale fils de pute. Le type a un cancer. Qu'il avait rétabli que c'est grâce à lui que le Cambodge et l'Arménie avaient. Il y a quand même un certain nombre. Ce que je veux dire par là, c'est que Donald Trump peut dire un nombre d'âneries effectivement conséquent. Simplement. Le voir avec du mépris, le regarder comme quelqu'un de bête, le regarder. Non, mais ce que je veux dire en fait, il dit que des bêtises, il dit n'importe quoi sur n'importe quoi en permanence. Oui. Non, Donald Trump, par exemple, il nous a imposé un deal avec l'Union européenne, c'est nous qui nous sommes couchés. Et ça, en fait, si on estime que c'est quelqu'un de bête qui nous a mis à terre. Je n'ai pas dit qu'il était bête. Je dis qu'il a des déclarations qui sont inquiétantes. Évidemment. Non, mais ça, évidemment. Et en particulier sur le côté en permanence. C'est pas en permanence qu'il n'importe quoi. Il dit des âneries. C'est 99% du temps. Alors, effectivement, je vous l'accorde. Il y a 1%, allez, Non, mais bon, en tout cas, c'est vrai que ces sorties-là sont complètement lunaires. C'est lunaire, évidemment. Dire n'importe quoi, ça veut pas dire forcément être débile, hein. C'est pas ce que je dis. C'est pas une preuve d'intelligence, du moins. Non, mais je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait, en réalité. Oui. Mais oui, parce qu'en fait, sur plein de dossiers, il est en échec total. Sur l'Ukraine, il est en échec. Sur la Chine, il est en échec. Donc, en fait, il a joué au gros bras en disant je suis l'homme le plus fort du monde et vous allez voir, je règle ça assez rapidement. Et peut-être qu'avec ces sorties, ces saillies complètement outrancières, enfin, c'est de l'hypranautisme, enfin bon, tout d'un coup, on se dit bon. Mais il y a des gens qui vont y croire. Vous voyez, peut-être, oui, mais en fait, il fait parler de lui différemment. Vous voyez, comme ça, on lui demande plus des comptes sur l'Ukraine. En fait, il s'est fait rouler dans la farine par Poutine. Trump, il s'est fait rouler dans la farine. Il a même dit, en fait, il est à bout d'arguments. Donc, comme il peut pas s'en sortir sur des sujets sur lesquels tout le monde l'attendait quand même. Puis on va voir comment l'économie américaine va évoluer aussi dès les mois qui viennent. Hein. Vous avez vu, bon, le chômage, bon, il y a de vrais problèmes aux États-Unis. Peut-être qu'en lançant ça en pâture, et on le fait là d'ailleurs ce matin, on parle pas des sujets qui sont, à mon avis, les sujets qui intéressent le monde et sur lesquels le président de la première puissance mondiale devrait avoir prise. C'est ce qu'il nous avait promis. Il ne le fait pas. Bien sûr. Donc c'est une manière pour vous, il sait très bien ce qu'il fait. Moi, je pense qu'il y a une grande partie de ces contrefeux qu'il allume de manière consciente. Là, je ne sais pas si c'est conscient. C'est tellement
hors contexte. On ne sait pas, donc je ne sais pas d'ailleurs dans quel cas c'est sorti. Vous savez, ces équipes communication redoutaient en permanence lors des meetings dès lors qu'ils sortaient en fait du discours officiel. C'est-à-dire que ça, il y avait son discours et puis il y avait des moments où parce qu'il enchaînait 2 meetings par jour, il prenait l'avion. À un moment, il était en total freestyle, il y allait comme il voulait. Et là, à ce moment-là, c'était très compliqué pour les équipes derrière. Du Covid et de l'eau de Javel. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais là, depuis quelques jours... Ils confondent les dirigeants, les pays, parfois. Il y a ça aussi, parfois. Bon, Joe Biden pensait que François Mitterrand était toujours en France. On se moquait de Joe Biden qui n'arrivait pas à lire ses prompteurs et qui répétait des phrases qui étaient écrites. Ou quand Joe Biden interpelle dans la foule une sénatrice, alors qu'il avait fait son enterrement 2 semaines avant. Bon, on va se quitter et se retrouver, nous, pour parler de Cyril Hanouna avec Jean-Michel Apathy dans quelques instants. Voilà. Merci. Je vais le saluer en sortant du studio. Merci à tous les 4. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.